Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la nutrition sportive. Le but c'est de vous faire progresser ensemble et de prendre de bonnes habitudes nutritionnelles pour vous aider à progresser, à devenir une meilleure version de vous-même et à plus performer tout en ayant une vie plus saine et plus équilibrée. On fait cette série dans le cadre d'un partenariat avec la marque NutriPure que je consomme personnellement et aujourd'hui je suis avec ma nutritionniste préférée, Marie. Salut Marie, comment ça va? Salut Bart, ça va et toi? Alors, on a déjà fait beaucoup d'épisodes ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on est au 20e. Mais on a eu beaucoup de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices qui nous rejoignent et qui ne te connaissent pas encore. Donc, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive et ancienne athlète de haut niveau en biathlon. Et actuellement, je travaille depuis près de 3 ans chez NutriPure en tant que responsable nutrition où j'accompagne des athlètes à activer leur plein potentiel sans sacrifier leur santé, qu'elle soit physique ou mentale. Ok, t'accompagnes des athlètes, aussi bien des athlètes de haut niveau que des athlètes peut-être plus amateurs, entre guillemets, mais C'est qui ont ça. une pratique plutôt sérieuse aussi quand même. Plus dans le haut niveau, là avec les JO de Paris cet été, il y a eu pas mal d'enjeux de performance, mais on propose également le service nutrition aux amateurs ou aux loisirs, vraiment à tout le monde. Ok, ouais, NutriPure accompagne de nombreux athlètes de haut niveau, donc effectivement il y avait du pain sur la planche. Là, c'est un sujet un petit peu particulier, c'était les fêtes il y a peu de temps. On s'est dit tiens, allez, est-ce que ça pourrait pas être la bonne occasion de se mettre dans la peau de tous les athlètes après les fêtes. Souvent on a fait un petit peu des excès, on a fêté, on a célébré, on a relâché la pression, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la nourriture, et on se remet progressivement au sport. Donc le but aujourd'hui, c'est de rappeler un petit peu les bonnes pratiques pour la reprise. On va rappeler des choses assez peut-être que vous avez déjà entendues, mais on va aussi rentrer vraiment dans le détail des spécificités de la période. Alors on peut se le rappeler, qu'est-ce qu'on a fait pendant les fêtes? On a bien mangé, on a mangé gras, on a bu de l'alcool pour certains, on fait aussi moins de sport, on a peut-être une routine un petit peu moins cadrée, ça peut troubler un petit peu le sommeil. Dans quel état il se trouve un peu notre corps après toutes ces fêtes? Sur la nouvelle année, c'est vrai qu'avec tous les repas un peu exceptionnels qu'il y a pu avoir, on va remarquer une inflammation qui est parfois plus importante, ce qui peut altérer la récupération de l'organisme. Les repas qui sont quand même plus copieux, plus riches en graisse, comme tu l'as dit, peuvent entraîner du coup un ralentissement de la digestion. On en a pas mal parlé sur le dernier épisode. Également, les pics de glycémie qu'on a pu ressentir avec des surcharges de glucides un peu plus importantes sur les repas, ça peut entraîner des fringales, des grignotages, mais aussi tout cet apport un peu plus important. On peut observer également des états un peu de somnolence, de fatigue. On a peut-être du mal à se remettre un peu dans le départ de la nouvelle année, mais c'est pas, enfin voilà, il y a plein de stratégies, on va le voir ensemble pour corriger un peu tout ça et repartir du bon pied. Ok, bon, en tout cas, si vous reconnaissez dans un de ces symptômes, restez là, on est là pour en parler ensemble. C'est quoi les premiers pas, les premières bases, on va dire, pour commencer un peu à réparer son microbiote? Les premiers conseils, on va dire, un petit peu basiques après une période de fête comme celle-ci. Le premier conseil, ça va être d'être à l'écoute de son corps, tout simplement. On a peut-être dépassé certaines sensations alimentaires au niveau de la faim, de la satiété. On n'a peut-être pas tout écouté, tout respecté. Donc l'objectif, c'est de se réaligner avec tout ça, d'être vraiment à l'écoute de la sensation de faim qui se manifeste notamment au niveau plutôt intestinal, de la partie basse, avec notamment les gargouillis en amont d'un repas, à dissocier de l'envie qui est plus sur la partie haute, qui est plutôt de l'ordre psychologique, qui est assez spontanée, assez brutale et qui finalement peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue, versus la faim qui généralement va monter en intensité. C'est un besoin physiologique auquel on doit répondre. Donc tant qu'on n'aura pas répondu à ce besoin, l'organisme va se manifester, va le faire entendre et ça va vraiment monter en intensité. Donc d'écouter cette sensation de faim et de s'arrêter donc à satiété en prenant le temps de manger, de consacrer au moins 20 minutes à l'ingestion des repas. Garder en tête que la digestion commence déjà dans la bouche, donc de bien mâcher les aliments et voilà, déjà de se réaligner sur l'écoute du corps. Ok, et de revenir effectivement à des choses simples, bien mâchées et écouter sa satiété. C'est ça. C'est vrai qu'on a l'estomac qui se détend après les fêtes quand on a beaucoup mangé, ou c'est un mythe? Physiologiquement parlant, on peut être en capacité peut-être de manger des repas un peu plus copieux, des plus grandes quantités. Dans la réalité, c'est un peu différent. C'est comme quand Ok. on entend
le fait que quand je me restreins, j'ai mon estomac Qui qui se se rétrécit. rétracte. En réalité, si c'était le cas, les chirurgies bariatriques n'existeraient pas, puisqu'on n'est pas en mesure nous-mêmes de choisir la taille de l'organe. Donc, sur une si courte durée, non, c'est pas forcément le cas. OK. D'un point de vue aussi, psychologique, j'entends beaucoup, d'athlètes qui ont, un rythme, parfait durant l'année, et qui pendant 2 semaines, se lâchent un peu et parfois sont aussi, peut-être dans la culpabilité ou dans la restriction. Toi qui travailles avec de nombreux athlètes de haut niveau, qui sont, tu vois, généralement qui ont une bonne discipline toute l'année, comment est-ce qu'ils appréhendent un peu la période avant les fêtes et après les fêtes? Est-ce que, la culpabilité, c'est quelque chose que tu retrouves? Et comment est-ce que toi, tu abordes un peu ton discours avec eux? Oui, je pense que c'est des choses qu'on peut effectivement, entendre chez les sportifs. Déjà, pardon, ça dépend du sport pratiqué. Si on est dans une période sport d'hiver avec des grosses échéances sportives, dès la rentrée et enfin dès la nouvelle année, forcément, la période des fêtes, elle est, souvent à distance des familles et peut-être moins conviviale et festive, que chez d'autres. Donc pour d'autres sportifs qui auraient des échéances plutôt sur la partie, peut-être les sports d'endurance Mmh. notamment, où on va avoir une reprise, au moment du printemps et cetera. Là, il y a moins de culpabilité associée, mais ce que j'essaie de leur faire passer comme message, ce qui est important, c'est la routine, l'hygiène de vie au global sur l'année. Noël, c'est une fois par an et Nouvel An aussi, donc ça reste vraiment des cas isolés, ponctuels, où forcément on va essayer d'être raisonnable, de pas être dans un excès trop important. Mais de garder en tête, voilà, si on a la possibilité d'être avec ses proches, d'en profiter quand même et de pas se rajouter de stress, de contrariété ou de culpabilité, Mmh. sur ces repas. Ouais. Ouais, de le voir, aussi comme un moment de détente, Oui, psychologique de et l'apprécier. Ça fait et la différence aussi, hein. Il y a une grosse part psycho, si on apprécie le moment présent versus si on est stressé, qu'on est déjà dans le regret d'avoir mangé telle ou telle chose, derrière mmh. l'ingestion n'est pas la même et le stress va se faire ressentir aussi. Ouais, j'ai rencontré une athlète qui était pas du tout, confortable parce qu'effectivement, elle se retrouvait à ses repas de famille et elle avait pas envie de manger ce qui était sur la table et du coup, bah, ça la mettait effectivement dans une boucle un petit peu, négative et en discutant avec elle, bah, finalement, tu vois, elle s'est un peu aussi rendue compte qu'elle pouvait elle-même apporter, Mmh, ces aliments et que finalement c'était complètement. pas mal perçu par sa famille et d'avoir la demande de manger, un peu différemment, bah, finalement c'était accepté quoi donc Bien sûr, le meal hem, prep, c'est je pense, utilisé par beaucoup d'athlètes et c'est hyper intéressant comme alternative. Au moins on sait qu'on mmh. respecte, sa diète et qu'on reste, aligné avec ses objectifs. Ouais, exactement et l'idée, c'est aussi de, voilà, d'être confortable avec soi. On sait qu'il y a un peu de pression sociale Mmh, aussi. Des mmh. fois, malheureusement, ça peut être le cas de certains athlètes ou de certaines personnes qui sont dans des familles avec, peut-être une culture santé un peu moins développée ou tout simplement une famille qui est très bon vivant, voilà, ça peut arriver et ouais, je le vois avec certains athlètes, des fois, il y a des petites remarques, mais ça peut se contrer. Mmh. Faut l'anticiper, faut en parler de manière intelligente. Je vois aussi de plus en plus de personnes juste après les fêtes, dès le 2 janvier, se dire allez, soit je ferai un dry January, soit je fais un jeûne. Mmh. Tiens, comment est-ce qu'on peut en tirer un maximum, tu vois, de ces phases un peu de repos dans lesquelles on va complètement arrêter l'alcool ou arrêter certains aliments, voire jeûner complètement. Bon, soit le dry January, j'invite quand même les gens à pourquoi pas l'expérimenter parce que d'un point de vue physiologique, il y a plein de bénéfices associés. L'alcool, ça reste quand même très acidifiant pour notre corps. Ouais. D'un point de vue, nutritionnel, ça va être à risque de carence, notamment pour notre organisme. Je pense aux vitamines, du groupe B, vitamine D aussi. Ça peut augmenter, la vitamine A, la rendre un peu plus toxique pour notre organisme. Magnésium, zinc aussi, on peut avoir des pertes. Donc finalement, l'alcool en excès, on le sait, ça crée des gros dommages. Donc c'est important effectivement de peut-être se rendre compte, pardon, de la consommation qu'on en a au quotidien en levant le pied sur un mois pour avoir derrière des pratiques plus raisonnées. Après, chez les sportifs, c'est clairement pas une problématique puisque généralement c'est très carré tout du long de l'année. Mmh. Mais voilà, pour certaines personnes, c'est intéressant de visualiser, de profiter de ce mois où on stoppe un peu toute la partie alcool qui, mine de rien, apporte des calories vides, hein, pour Mmh. l'organisme. Pour situer, 1 gramme d'éthanol, c'est 7 kilocales. Donc c'est plus que les glucides et les protéines, mais moins
que les lipides qui en apportent 9 calories par gramme. S'il y a des objectifs pondérales, ça va être pour le coup à prendre en compte dans la balance énergétique. Donc pour moi, c'est intéressant que ce soit vu sur une vision long terme, pas se focus uniquement sur le mois de janvier, peut-être de l'appliquer, de le faire perdurer sur le restant de l'année et d'arriver à le tenir en gardant une hygiène de vie qui est correcte. Ok, on va parler aussi rentrée et bonnes habitudes. Moi, je vois qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices d'extraterriens qui me disent, allez, c'est la nouvelle année, j'ai envie de prendre en main vraiment ma nutrition, d'optimiser ce curseur en 2025. Et souvent, il y a l'achat de compléments, tu vois, qui fait partie des nouvelles pratiques, des bonnes résolutions. C'est une super bonne idée. On a beaucoup de runners, on a beaucoup de sportifs d'endurance qui écoutent extraterriens, beaucoup de cyclistes, beaucoup de triathlètes. Ça serait quoi un petit peu le starter pack qu'on peut recommander? On va donner 2 niveaux. On va donner le niveau 1, peut-être aux alentours, je sais pas, qui va commencer peut-être à partir de 30 € par mois pour des athlètes d'endurance. Et puis après, peut-être des options supplémentaires. Qu'est-ce que tu recommanderais de façon un peu générique? Alors après, si vous avez écouté tous nos épisodes, et on vous remet le lien en description de toute la série avec chacun des épisodes, comme ça vous pouvez revenir dessus. Mais on voit comment vous pouvez personnaliser, individualiser par rapport à vos besoins. Mais c'est quoi un peu, allez, le starter pack que tu peux recommander, que tu vois souvent? Chez NutriPure, ce qu'on met en avant généralement, c'est notre pack incontournable où on va retrouver le multivitamine. Donc pour avoir vraiment les apports en micronutriments, vitamines et minéraux qui parfois sont pas complétés en fait avec notre alimentation. À l'heure actuelle, elle est quand même moderne et plus transformée et très appauvrie d'un point de vue micronutritionnel. Donc le multi, ça fait partie de nos incontournables. En parallèle du magnésium, qui est un minéral qui va être essentiel dans la récupération musculaire. C'est un myorelaxant, donc ça va aider à détendre en fait la partie musculaire pour le sportif. Ça va jouer sur la fatigue nerveuse centrale. Ça va aider à la gestion du stress, à favoriser un meilleur endormissement. Donc magnésium qui peut être bon sur cette reprise. Et enfin, dans notre pack incontournable, on va retrouver les oméga 3 c'est ni plus ni moins que des acides gras essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que notre corps n'est pas en capacité d'en produire lui-même et qui, à l'heure actuelle, sont sous-consommés au détriment des oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires et surconsommés, encore une fois, dans cette alimentation qui est donc, comme je le disais, assez transformée. On a peu d'aliments qui sont bruts, faits maison, enfin, en tout cas de moins en moins. Donc les oméga 3 vont permettre de rééquilibrer un peu tout ça et d'avoir à la fois des bénéfices sur toute la santé mentale et la sphère cérébrale et également sur le côté anti-inflammatoire puisque par définition l'activité physique va être assez acidifiante, les excès caloriques ou hydriques aussi. Donc ça permet de retrouver un peu d'ordre à ce niveau-là sur les trois compléments qu'on met en avant. Et pour préciser quand même les oméga 3 au niveau de l'assiette, parce que je le rappelle, c'est quand même toujours le point de départ. On va être vraiment vigilant sur le fait de consommer des petits poissons gras, sardines, maquereaux au quotidien. Et voilà, donc après ça reste du cas par cas, la complémentation, mais en tout cas nous c'est les 3 incontournables qu'on met en avant. Bon écoute, super, je les ai dans mon starter pack. Est-ce que tu recommandes de les prendre vraiment tout au long de l'année? Est-ce que ça charge pas un peu l'organisme ou au contraire tu vas peut-être plutôt recommander de faire des cures? Et si oui, à quel moment? Est-ce que je le prends à jeun le matin? Je fais partie des gens qui déjeunent pas trop. Je vais plutôt moi commencer à aller à l'entraînement et puis je vais plutôt prendre une petite collation après mon premier entraînement du matin. À quel moment toi tu vas recommander généralement avec les athlètes et les personnes que tu accompagnes d'introduire la prise de compléments, sachant qu'en plus, si on parle de nouvelles habitudes, c'est quelque chose qu'il faut incorporer dans sa routine. Donc ça peut être bien, tu vois, de le caler par rapport à une habitude déjà existante. Je rebondis sur le terme nouvelle habitude. Je pense qu'il faut que chaque personne puisse identifier les priorités qu'elle va vouloir mettre en place sur cette année. Donc là, j'ai donné les incontournables, mais derrière, il peut y avoir une priorité de gérer le stress, d'améliorer la qualité du sommeil, de réduire les troubles digestifs, on en a beaucoup parlé, de prévenir les blessures, d'améliorer son niveau d'énergie, de réduire sa fatigue. Donc déjà que chaque personne soit au clair sur ses objectifs et ses priorités et en fonction donc du cas par cas, c'est vrai qu'on propose des packs pour chaque problématique rencontrée. Donc là, il y a vraiment une individualité à mettre en place. Après, pour répondre à ta question sur le côté pratique et mise en place, généralement, le multi, c'est plutôt le matin puisque dedans, on va retrouver notamment la vitamine C qui va être plutôt un tonique
pour l'organisme. Le magnésium, comme je le disais, qui va être plutôt relaxant et aider à l'endormissement, donc plutôt le soir. Les oméga-3, en fonction du régime alimentaire de la personne, si elle en consomme suffisamment, elle peut se permettre de partir sur des formats de cure, mais chez le sportif, on le voit, on a un déficit en oméga-3 qui est quand même assez marqué, une inflammation qui est assez présente. Mmh. Donc c'est intéressant, ce pack incontournable peut très bien être pris à Mmh. l'année sans difficulté. Je mets toujours en garde quand même sur un bilan sanguin, faire une prise de sang et checker qu'il n'y ait pas de carence, pas d'excès, qu'on soit vraiment aligné sur ça. Mais je pars du postulat effectivement que tout est à individualiser Bien sûr. et considérer que voilà, que l'assiette elle est déjà optimisée. Et dans le cas où le sportif il a des besoins qui sont quand même différents du sédentaire, effectivement ça justifie parfois des cures à l'année. OK. Bah, tiens, tu m'amènes sur un sujet, aller voir son médecin en début Mmh. d'année, faire un petit check-up, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on lui demande à son médecin? Est-ce qu'il y a des mots-clés à lui demander, pour avoir, une prise de sang et regarder aux bons endroits, qu'on a envie de checker, notamment quand on est sportif ou sportive? Alors après, le médecin va faire une prise de sang assez classique, mais effectivement, c'est bien de regarder, au niveau de la glycémie. Au niveau micronutriments, c'est intéressant, comme je le disais, de voir qu'il y ait pas de carence Mmh. notamment. Le fer pour la femme va être hyper important, être sûr que voilà, qu'il y ait pas d'anémie à ce niveau-là. La thyroïde aussi pour les femmes, on est souvent plus à risque d'hypo ou d'hyperthyroïdie et derrière, il y a des conséquences assez importantes sur le fonctionnement du métabolisme. Cortisol aussi peut-être, Le cortisol pour pour le niveau du évaluer le stress? niveau de stress. Enfin, généralement, les médecins ont en fonction du profil et il faut connaître aussi tout le dossier santé, donc les Bien sûr. antécédents et les facteurs de risque, il va orienter, sur telle ou telle prescription, mais globalement, voilà, c'est ce que je viens de citer, en amont. OK. On m'a dit, récemment, alors c'était une conversation de vestiaire, tu vois? Après la salle de sport, on m'a dit: «Oui, les compléments à jeun, pas forcément très utiles parce que ça peut, directement aller dans les urines». Est-ce qu'il y a je sais pas, des études, qui disent, est-ce qu'il faut l'accompagner, d'un repas ou à jeun? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu recommandes à ce niveau-là? En fait, je dirais que la problématique qu'on a avec la prise de compléments à jeun, c'est le fait tout simplement que ça peut rompre le jeûne. Mmh. Donc finalement, enfin, faut regarder, sur quel type de complément on s'oriente, mais on peut avoir, bah, des acides aminés et cetera, des apports qui du coup vont à l'encontre Mmh. du jeûne. Après, pour la partie urine, globalement, le corps, il est assez intelligent. Il va sélectionner ce qu'il a besoin et les apports sont calculés, mesurés de sorte à ce qu'on ne dépasse pas les doses recommandées et les recommandations qu'il y a au quotidien. Donc, OK. globalement, voilà, si, carence il y a, effectivement, ça va permettre de bien compléter et le corps va en absorber, le plus possible. Après, c'est lui qui choisit un peu, Mmh. ouais, à qui il répartit et il est assez stratège sur les besoins et cetera. OK. Tu as recommandé effectivement le multivitamine, peut-être plutôt, un peu le matin, le magnésium plutôt le soir. Mmh. Est-ce que, il y a, quelques autres compléments, surtout en do and don't par rapport, justement au soir et au matin qu'il faut absolument savoir? Je pense que c'est intéressant de mettre en avant tout ce qui va être fer, zinc, qui vont rentrer en compétition avec, notamment les produits laitiers, donc plutôt le calcium. Donc je préconise de les prendre plutôt à distance des repas. OK. Donc ça, c'est voilà, des choses à avoir en tête. Pareil, à distance de tout ce qui est café, thé, qui sont plutôt des Mmh. diurétiques qui déshydratent en fait et augmentent les pertes en vitamines, minéraux. Après, effectivement, tout ce qui est «excitant» entre guillemets, on va pas les prendre, le soir, raison pour laquelle le multi, c'est plus le matin pour avoir un maximum d'énergie sur la journée. Et derrière, il y a des cas particuliers comme les plantes adaptogènes où OK. en fait, c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, c'est une plante qui vient s'adapter à l'état dans lequel se trouve l'organisme et qui peut tant avoir un effet énergisant, stimulant, qu'à l'inverse, un effet plutôt, relaxant et apaisant. Donc en fonction de la réponse que va avoir votre organisme, c'est intéressant de l'intégrer soit le matin, soit le soir. Et là, pour le coup, on retrouve, les 2 cas de figure possibles puisque ça dépend vraiment de la réponse de l'organisme. OK. On en a un petit peu parlé dans l'épisode, juste avant sur, le système digestif. Là, effectivement, pendant les fêtes, on met à mal, hein, quand même, notre système digestif. L'alcool est un gros acidifiant et il nettoie un peu tout, c'est un petit peu de l'eau de javel pour notre estomac. Je grossis un peu Pour le le trait, foie mais aussi, ouais. et pour le foie. Est-ce que ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir une stratégie un peu autour des probiotiques, justement pour reconstruire sa flore intestinale à la rentrée? Est-ce que c'est
beau moment si on a envie de tester les probiotiques. Complètement, une fois qu'il y a eu des repas quand même parfois moins équilibrés, c'est intéressant de réensemencer les bons micro-organismes et de repartir, sur, déjà, peau neuve, peau lisse au niveau des intestins, pourquoi pas avec la glutamine comme on a discuté. Faire en sorte de retrouver une imperméabilité intestinale et un meilleur confort digestif parce que souvent ces repas-là, d'un point de vue digestif, ils sont quand même, assez copieux et assez denses à digérer. Mmh. Donc ça, c'est intéressant et effectivement, le fait de réensemencer les bons micro-organismes, ça va permettre de repartir sur une bonne base, être en symbiose avec notre microbiote, avoir une bonne digestion, une bonne immunité, une bonne santé mentale, donc voilà, se sentir bien dans son estomac pour, se sentir bien dans son corps. OK. Juste avant que je parle un petit peu de toi, ton rôle de nutritionniste, est-ce qu'il y a une durée, on va dire, si vraiment on a fait des gros excès? Alors là, tu vois, avec, le Noël avec, trop d'alcool, le Nouvel An avec trop d'alcool aussi, et qu'à partir du 2, on se met au carré, on se met clean. À partir un peu de quelle durée on peut quand même, recommencer à avoir une charge d'entraînement et qui soit correcte? Mais je pense que plutôt que d'avoir la vision uniquement sur la période, festive, on va s'intéresser vraiment au restant de l'année, ce qui importe. Moi, je le dis souvent Mmh. aux sportifs et athlètes, Noël, jour de l'an, ça représente 2-3 jours dans l'année sur les 365 qu'il y a au global. Donc ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on met en place tout au long de l'année, l'hygiène de vie, l'habitude alimentaire qu'on a. Et là, ça reste des cas isolés. Donc encore une fois, c'est dur de prédire d'estimer le temps, Mmh. de mise en route parce que, toujours pareil, hein, les excès des uns sont pas forcément les excès des autres et ça c'est propre à chacun. On a tous un seuil, Ouais. de tolérance qui est plus ou moins important et on se définit nous-mêmes nos propres limites. Donc, il y a pas de réponse à l'heure actuelle sur vraiment le timing, ça dépend de ce Ouais. qui a été mis en place. Le tout, c'est de repartir sur, alors j'aime pas vraiment les bonnes résolutions parce que faut pouvoir le tenir faut que ce soit sur du long terme, mais juste des bonnes habitudes, d'avoir en tête, ce qu'est une assiette équilibrée, comment on la construit, Mmh. et comment on met en place la meilleure routine, à la fois sportive, alimentaire, hydrique pour répondre à ses objectifs, se sentir bien dans son corps. OK. Bon, j'apporte un petit, complément de réponse, tu Mmh. vois? Et que je mets ma casquette, plutôt performance et entraînement. Faire attention quand même à cette période et ces 2 Oui, semaines de reprise. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes, on fait moins de sport. oui, le Du coup, risque de blessure, du coup, effectivement, on est quand même, tu vois, sur une semaine un peu de mmh, déload ou, mmh, qui pourrait être, du taping. En plus, moi, je vois beaucoup d'athlètes fin décembre, jusqu'à mi-décembre où ils se disent: «OK, je m'en mets plein, parce que je sais que pendant 2 semaines, je vais pas beaucoup m'entraîner» mmh. et qui ont des très grosses charges d'entraînement. Donc forcément, phénomène de surcompensation, sur la fin décembre et en fait, on arrive, même si on a eu un rythme de vie pas sain du tout pendant, on va dire du 15 décembre au 1er janvier, Mmh. on arrive le 2-3 janvier, on a quand même une certaine forme d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de sport et du coup, on a envie de Oui, repartir à fond et là, effectivement, ça peut être un gros piège parce que, le ressenti peut être élevé mmh, et en même temps, il y a quand même encore, beaucoup d'acidité donc beaucoup d'échauffement, y aller progressivement complètement. et pas pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai envie de, encore plus prendre en main ma nutrition, j'ai envie de me faire accompagner. Je suis jamais allé voir un ou une nutritionniste. Qu'est-ce que je demande? Tu as un rendez-vous avec, une nutritionniste, comment est-ce qu'on met les bases? Qu'est-ce qu'il faut, comment ça se passe un petit peu le début d'un Alors accompagnement? on démarre toujours par, un premier bilan où, mon rôle finalement, c'est de questionner sur toutes les habitudes alimentaires, hydriques, sportives de l'individu, du sportif, de l'athlète et cetera et voir vraiment d'où est-ce qu'il part. Quelles sont ses habitudes à l'heure actuelle? Donc c'est ce qu'on appelle l'enquête alimentaire, voir vraiment sur une journée type, Mmh. qu'elle soit, la plus représentative possible, hein, même si les jours se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement, mais de voir en termes de quantité, ce qu'on peut retrouver dans l'assiette et surtout au niveau de la qualité. Est-ce que oui ou non ça répond aux besoins alimentaires et aux objectifs de la personne? Donc suite à cette discussion en fait sur toute l'enquête alimentaire, moi ensuite je peux mettre en avant et en lumière les points peut-être à travailler, à corriger, voilà, les choses qui sont à améliorer et donner vraiment des conseils en conséquence au travers d'un plan alimentaire, donc d'établir un programme nutritionnel, à la fois sur l'aspect donc quantitatif, ce qui va être hyper intéressant et important surtout pour le sportif, c'est qu'il a une dépense énergétique qui est à prendre en compte. Donc d'origine, on a la dépense énergétique, elle prend en considération le métabolisme de base de la personne, donc ça dépend du sexe, du poids, de la taille et de l'âge de l'individu.
Et vient s'ajouter à ça le niveau d'activité physique. Donc en fonction de la durée, de l'intensité et du volume d'entraînement, on a un niveau d'activité physique, ce qu'on appelle le NAP, qui est plus ou moins important et donc, in fine, une dépense énergétique qui est elle aussi plus ou moins élevée. Et l'apport calorique sera établi en conséquence de cette dépense énergétique. Et en Mmh. fonction donc de l'objectif, si demain j'ai une personne qui veut perdre de la masse grasse, on va tendre vers un déficit calorique, des apports inférieurs aux dépenses. Si au contraire, elle est à son poids de forme, qu'elle récupère bien, qu'elle ne se blesse pas, qu'elle ne tombe pas malade, les apports vont être à l'identique des dépenses, donc vraiment un maintien et un équilibre. Et versus si elle cherche à se développer sur la partie musculaire, les apports vont être supérieurs aux Mmh. dépenses. Donc il y a vraiment voilà, tout ce mode de calcul et c'est vraiment de l'échange, de la discussion sur les freins qu'elle a aujourd'hui peut-être à la performance ou les limites qu'elle peut rencontrer et d'établir ensemble tout un protocole. OK. Donc si je comprends bien, il y a analyse, objectif et ensuite, mesure, Action, c'est action, ça. calcul et protocole. Si j'ai envie de me faire, tester sur, des intolérances, tiens, je sens qu'il y a des que tout n'est pas parfait, parce que des fois, sur des courses, ça se passe pas bien au niveau de la digestion. Des fois, j'ai des dans les grosses périodes d'entraînement, j'ai des selles, je vais souvent à la selle ou j'ai des selles, qui peuvent être différentes de ce que j'ai d'habitude. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses à faire, des tests alimentaires? Je sais que plusieurs athlètes de haut Mmh. niveau m'ont parlé du test alimentaire des 200 intolérances. Est-ce que toi, il y a d'autres choses d'autres tests que tu peux voir ou qu'est-ce qu'on peut faire justement autour de ces intolérances? Alors effectivement, il y a le test alimentaire de sang comme tu viens d'en parler. Donc ça, c'est une analyse de sang qui va permettre d'identifier les sensibilités et intolérances de l'individu. La limite et le frein qu'il peut y avoir, c'est qu'on n'identifie pas réellement les allergènes. Donc finalement, ce que je recommande, c'est d'aller quand même en amont, peut-être voir un allergologue pour identifier si oui ou non il y a une réponse immunitaire qui est déclenchée par l'organisme. Après, on en revient toujours à l'histoire du carnet alimentaire. C'est bien de noter en fait et de répertorier tout ce qui est consommé, les symptômes qui peuvent y être associés Mmh. et d'arriver à identifier est-ce qu'il y a une sensibilité peut-être au lactose, le gluten qui est une protéine qui est assez conséquente à digérer, qui peut elle aussi générer des troubles. Est-ce que voilà, il y a une tolérance aux fibres qui est peut-être un peu limite, donc on va jouer un peu sur des choses plus digestes, plus légères. Là encore, Mmh. ça se discute. Ça dépend vraiment de ce qui a été consommé en amont. Donc je pense que c'est bien d'avoir une traçabilité sur ce qu'on Bien met en sûr. place et de voir, voilà, ça peut être des facteurs aussi comme le stress qui peuvent jouer. Voilà, il y a plein de choses, mais OK. c'est Ouais, mais déjà, effectivement, tu fais très bien de le rappeler, le carnet, le mmh, pouvoir de l'écriture, de pointer un comportement qu'on a envie d'observer, de mesurer. mmh. C'est comme ça qu'on commence à progresser. Est-ce qu'il existe des types de personnes, tu vois, sur la nutrition, j'entends parler de la chrononutrition un petit peu là. C'est véridique, c'est prouvé. Est-ce qu'on a un chronotype par rapport à nos aliments aussi? Alors le principe de la chrononutrition, c'est, tenir compte de toutes les synthèses, hormonales, tout le fonctionnement physiologique de l'organisme et d'apporter les apports alimentaires en conséquence. Donc d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin entre guillemets et prendre en compte le rythme biologique de l'organisme avec notamment, un pic de cortisol un peu plus élevé le matin puisque, on a besoin de se réveiller et d'être actif, de se mettre en route tout simplement. Pic de cortisol qui est associé généralement à une hausse de la glycémie, donc du taux de sucre Mmh. dans le sang, raison pour laquelle on recommande d'avoir plutôt des petits déjeuners protéinés, avec, des œufs, du jambon, du fromage et cetera. Donc ça, c'est un peu le principe de la chrononutrition. Je sais qu'on le développera un peu plus dans un épisode où on abordera un peu les tendances. Donc ça fait partie des choses effectivement qu'on peut retrouver. Après, est-ce que ça convient à tout le monde? Encore une fois, non, on Mmh. est tous différents et c'est bien de tester, d'en tirer des leçons, des apprentissages, de voir ce qui convient, d'identifier, les sensibilités, aux glucides ou autres, macronutriments et de savoir vraiment comment le corps enfin, comment votre corps fonctionne et Mmh. ce qui vous correspond le mieux pour avoir une routine, la plus adaptée possible. Bon, bah, écoute, super, merci de me préciser ça. Je l'intègre pour notre épisode le mois prochain. On va décrypter un peu du vrai du faux des dernières tendances nutrition qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux et comment s'y retrouver un peu dans cette jungle de D'infos, ouais. cette jungle alimentaire. Moi, les étiquettes, j'y comprends plus rien, donc je le note pour le mois prochain. On a bien fait le tour, je crois, sur les bonnes pratiques de la rentrée. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Je sais pas, je regarde mes notes. On s'est pas souhaité la bonne année, mais bon. Non, je rigole. En tout cas, une bonne année à tous. On est content de vous avoir retrouvés. On espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires sur YouTube si vous regardez les vidéos, sur Spotify aussi, à nous poser des questions. Hein. Avec Marie, on est dispo, on regarde les commentaires très souvent. Si vous avez des problématiques très concrètes, et ben même écrivez-nous un mail ou un message sur Instagram. Si vous avez une problématique, un cas d'étude que vous voulez qu'on fasse, ça serait avec grand plaisir. On pourra l'introduire dans les épisodes. On le fait souvent. Alors je cite pas toujours les personnes qui nous envoient des messages, mais quand vous avez une problématique, on essaie de l'intégrer au maximum dans les épisodes pour être à votre écoute. Voilà. Et ben écoute, merci Marie et Merci je te à dis toi. à très vite. À Salut. bientôt. Ciao.